passe 80, 90, mais on a de la chance, la technologie progressait, et dans les années 90, on commence à découvrir des exoplanètes. Et c'est pour ça que pour rendre la mission COROT un peu plus sexy, on a rajouté la détection d'exoplanètes parce que ça fait appel au même genre de télescope, au même genre d'instruments de mesure. Et en 97, le CNES propose donc cette double mission COROT, hein, héliosismologie et recherche des planètes extraterrestres. Et le projet est sélectionné et en 2004, il est prévu pour un lancement en 2004. Bon, ça a été retardé un petit peu, mais vous voyez, des projets d'astronomie, c'est souvent des temps astronomiques aussi, hein, plusieurs dizaines d'années. Alors, COROT mesure en fait avec très grande précision ces variations d'éclat d'étoiles et il utilise pour cela un petit télescope de 27 cm. Et là, vous voyez ici COROT. En fait, la plus grande partie de la sonde, c'est un entonnoir à lumière, hein, pour masquer les lumières parasites. Mais il va pouvoir mesurer une dizaine de milliers d'étoiles. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça va être un télescope grand champ qui va permettre d'observer un très grand nombre d'objets. Alors pour observer régulièrement, sans interruption, la même direction du ciel, on va mettre le satellite sur orbite polaire et on va regarder dans deux directions, 6 mois dans une direction, 6 mois dans l'autre direction. Ce sont ce qu'on va appeler les yeux de COROT. On va donc voir, c'est toujours la même région du ciel en été et en hiver. Donc il y a deux directions fixes. Voilà. Et COROT commence à détecter quelques exoplanètes. Alors moi personnellement, je trouve que c'est quand même un peu triste parce que en 7-8 ans, il a trouvé qu'une vingtaine d'exoplanètes. C'est pas génial. Bon, je peux pas. Je dis ça par rapport à la mission suivante qui en trouve des milliers. C'est pour ça, hein. Alors, une des premières intéressantes, c'est COROT 7b, parce qu'elle est petite, 5 masses terrestres, vous voyez. On s'approche des planètes de type terrestre, et la période, c'est toutes les 20 heures, vous voyez, on voit très bien. Alors, je vous ai oublié de vous dire, évidemment, c'est des mesures par transit. Hein. Et voilà quelques-unes la moisson de COROT. Alors ici, c'est la taille des planètes, et ici, c'est la période orbitale. Alors, vous voyez, 7b dont je vous parle est ici. C'est donc une petite planète. Bon, c'est pas encore la Terre, mais 5 masses terrestres, c'est pas mal. Hein. Mais évidemment, c'est très près de son étoile. Hein. Sinon, elle a découvert plein de grosses planètes. Alors, la mission Kepler, maintenant, c'est tout à fait différent. Parce que là, c'est les Américains, ils ont mis le paquet et ils ont lancé la mission Kepler qui permet d'étudier 150 000 étoiles en même temps, dans la même zone du ciel. 150 000 étoiles, et il recherche systématiquement des planètes dans la zone habitable. Alors, voilà la sonde Kepler, voilà le champ de vision, un énorme champ de vision dans la constellation du Cygne, hein, et on vise dans ces 3000 années-lumière, en gros, dans la direction du Cygne. Voilà à quoi ça ressemble. Alors évidemment, c'est assez énorme. Les panneaux solaires, que vous voyez ici. Alors à propos de COROT, j'ai oublié de vous dire, COROT est en panne depuis 1 an. Hein, donc on pense qu'il est mort. Kepler aussi est en panne, mais eux, ils vont réussir à le réparer. Hein. Donc voilà, Kepler est là. La mission de Kepler, c'est d'étudier dans le bras d'Orion. Vous savez que le système solaire est situé dans le bras d'Orion de notre galaxie. On va étudier cette partie-là du bras d'Orion.
et on va essayer de découvrir des planètes extrasolaires. Le plus grand capteur CCD lancé, 95 millions de pixels. Hein, vous ne faites pas la même chose avec votre appareil photo. Hein. Voilà. Alors, dès sa mise en orbite, il découvre des tas d'exoplanètes, et on va en voir quelques-unes. Alors, voilà. Kepler 11, par exemple, a découvert tout un tas de planètes, étoiles du type solaire, ça c'est intéressant, donc, hein, pour toutes les raisons qu'on a dites avant. Proche de nous, 2000 années-lumière, c'est donc notre précarré, hein, pour ainsi dire. Et voilà à quoi ça devrait ressembler. On a superposé le système de Kepler 11 sur le système solaire. Vous voyez, c'est quand même à l'intérieur de l'orbite de Vénus. Ça va quand même être très chaud tout ça. Hein. Donc elles vont avoir très chaud. Puis on a découvert d'autres systèmes. Kepler 22. Alors Kepler 22, c'est intéressant parce que en vert ici, on dessine la zone habitable. Alors Kepler 22, la planète B est dans la zone habitable. Hein, on l'a superposée, vous voyez, au système solaire. Alors déjà, c'est un peu plus éloigné. Hein, vous voyez, la zone habitable, elle est jusqu'à Mars, hein, en gros. Puis Kepler 47. Alors ça, Kepler 47, c'est un truc intéressant parce que c'est un système solaire à 2 étoiles. Hein, vous savez que beaucoup d'étoiles dans l'univers sont des étoiles doubles. Hein, et on pensait que autour des étoiles doubles, c'est pas facile d'avoir des planètes parce que bon, c'est quand même très perturbant. Hein. Eh bien, on se trompe certainement parce qu'on a un système d'étoiles doubles. Hein, vous voyez les 2 étoiles là. Hein, et dans ce système d'étoiles doubles, eh bien, on pense que 47b et 47c, au moins une serait dans la zone habitable et autour donc de ce système binaire. Donc c'est une grande découverte. Hein. Voilà, 2 soleils, l'un comparable au nôtre, mais un peu plus brillant, l'autre une naine rouge. Hein. Donc pas brillante du tout. Hein. Et 47C tourne déjà en période orbitale à 303 jours. 303 jours, vous voyez, c'est quand même 303 jours, c'est un peu plus que la Terre. Hein. Non, un peu moins que la Terre, 365 jours, excusez-moi. Hein. Bon, mais c'est une géante gazeuse similaire à Neptune. Hein. Alors cette découverte, comme je vous le disais, est intéressante parce qu'on pensait que les planètes auraient du mal à se former dans le système binaire, mais ça semble être le contraire. Voilà le tableau de chasse de Kepler. Alors, il y en a tous les jours. Hein. On en est, le compte, on doit être à 2700 candidats au Kepler. Alors vous voyez ici le pourcent d'étoiles avec au moins une planète. D'après les analyses de Kepler, hein, c'est pas dans tout le système solaire. D'après toutes les planètes découvertes par Kepler, il y en aurait, vous voyez, 15-17% de type terrestre, 20% de type super-Terre. Super-Terre, ça veut dire un peu plus forte, un peu plus massive que la Terre, et puis donc le reste ici. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Alors voilà, le dernier compte, donc arrêté en février 2012, 2740 planètes potentielles orbitant 2036 étoiles. Et près de la moitié des étoiles découvertes ont un système planétaire multiple, c'est-à-dire avec plusieurs planètes. Voilà la taille des candidates exoplanètes découvertes planètes par Kepler en janvier 2013. Qu'est-ce qu'on voit? Les types terrestres, il y en a quand même 350. Hein, c'est assez énorme.
Donc maintenant, il va falloir toutes les étudier. Voilà le positionnement de toutes ces planètes dans le champ de vision de Kepler. En bleu, ce sont les planètes de type terrestre. Et ça, vous savez, je vous ai dit qu'il y a un champ de vision fixe, donc on peut localiser maintenant toutes les planètes dans leur champ de vision. Et voilà la répartition de ces 2740 planètes en fonction du rayon des planètes par rapport au rayon terrestre, la Terre étant là, et par rapport à la période orbitale en jour. Donc vous voyez que les planètes de type Terre sont ici. C'est impressionnant, hein, quand on voit ces 2700